Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès de Cédric Jubilard s'est ouvert ce lundi 22 septembre, jugé pour le meurtre de sa femme Delphine Jubilard, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Nous vous renvoyons vers notre podcast Crime Story, qui raconte l'affaire en 6 épisodes, et nous reviendrons bien sûr sur ce procès dans Code Source. Plus de 65 000 morts, dont une majorité de civils, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas, guerre provoquée par l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, dans laquelle plus de 1200 Israéliens ont été tués, en majorité des civils. Des dizaines d'Israéliens ont aussi été pris en otage. L'ONU a déclaré officiellement l'état de famine à Gaza le 22 août. Le vendredi 19 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré une situation, je cite, moralement, politiquement et légalement intolérable à Gaza. Alors pour essayer de comprendre ce que vivent les Gazaouis aujourd'hui, nous avons un invité dans Code Source, François Jourdel, un chirurgien français qui vient de faire une mission humanitaire d'1 mois à Gaza pour MSF. Bonjour François Jourdel. Bonjour. Alors quelques mots pour vous présenter d'abord, pour mieux vous connaître, avant que vous nous racontiez ce que vous avez vu à Gaza, un témoignage rare, puisque les journalistes étrangers n'ont pas le droit de s'y rendre. Vous avez 54 ans, vous avez 3 filles qui ont 20, 18 et 16 ans. Vous êtes originaire de Lille, dans le Nord, mais vous vivez depuis une vingtaine d'années en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Nouméa, d'où vous nous parlez aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique Sud. Pourquoi est-ce que vous aimez vivre en Nouvelle-Calédonie ? Alors pour plusieurs raisons, je dirais la première, pour être très honnête, c'est que, habitant le nord de la France, j'ai toujours aimé pratiquer la planche à voile, tous les sports nautiques. Et il se trouve que pendant mon adolescence, je regardais des magazines qui s'appelaient Wind Magazine par exemple, et il y avait régulièrement des images d'un windsurfer célèbre en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Robert Territeo. Et depuis toujours, j'avais un peu ce rêve d'aller voir ces plages où il y a du vent. Et donc, à l'issue de ma formation de chirurgien orthopédiste en Nouvelle-Calédonie, après quelques années d'internat, d'assistanat, de chef de clinique à Grenoble, j'ai eu l'opportunité de venir faire un remplacement en 2004. Et j'ai rencontré la Nouvelle-Calédonie et l'équipe de chirurgiens orthopédistes dirigée à l'époque par le docteur Jean-Louis Labbé. Et en fait, le contact a été très bon. Et il se trouve que Jean-Louis Labbé partait aussi régulièrement avec Médecins sans frontières. Donc le contact a été très très bon avec le chef de service et l'ensemble des collègues. Donc la conjonction de tout ça a fait que je m'y suis senti bien et que je suis parti avec mon épouse et puis ma toute jeune fille à l'époque qui avait quelques mois, Emma, et on a posé nos valises en Nouvelle-Calédonie. Et vous avez fait votre première mission pour Médecins sans frontières en 1997 en Angola pendant 6 mois. Et depuis, régulièrement, vous prenez sur vos vacances pour effectuer des missions humanitaires, souvent sur des terrains de guerre ou pour soigner des personnes qui ont été blessées dans des pays voisins touchés par la guerre. Vous avez été au Timor oriental, au Nigeria, au Pakistan, au Sri Lanka ou encore en Afghanistan. Pourquoi faire ces missions ? Alors, parce que j'aime être un petit peu au cœur de ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que par mon métier, j'ai non seulement la possibilité de comprendre ce qui se passe, mais aussi de me rendre utile. Donc il y a évidemment le désir d'aider les populations les plus démunies dans le cadre d'un tremblement de terre comme à Haïti ou d'un conflit. Il y a aussi le côté un petit peu aventure et puis découverte d'autres cultures, d'autres pays. Avant Gaza, où vous vous êtes rendu en 2023 et cet été, quelle avait été votre mission la plus dure ? Alors, avant Gaza, il n'y a vraiment presque pas de comparatif par rapport à Gaza, parce que c'est de très très loin la mission la plus éprouvante en termes peut-être de stress, de quantité de travail, d'intensité. Même l'Afghanistan, la Libye, où il y avait quand même des bombardements, ça n'avait rien à voir, et puis on était un petit peu à distance. La Libye, c'était quand même intense parce qu'on était bombardé par des roquettes du camp adverse, du camp Kadhafi, mais c'était en termes de violence d'explosion, rien à voir avec ce qu'on peut vivre à Gaza actuellement. C'est des déflagrations d'une puissance inouïe avec un effet de séisme et de tremblement de terre de temps en temps. Il y a une espèce
d'intensité de bombardement qui est nullement comparable entre tous les pays où j'ai pu aller, les pays de conflit, l'Albanie, l'Afghanistan, la Libye. Ça n'avait rien à voir. Alors justement, vous allez pouvoir prendre le temps de nous raconter ce que vous avez vu à Gaza dans cet épisode de Code Source. Vous partez pour votre seconde mission dans la bande de Gaza au mois d'août. Vous allez rester sur place entre le 15 août et le 15 septembre. Vous atterrissez d'abord à Amman, en Jordanie. Vous traversez ensuite Israël. Décrivez-nous en fait comment se passe le trajet pour entrer dans la bande de Gaza. Alors déjà, il faut attendre la green light. Il faut, depuis Amman, avoir la permission finale de pouvoir rentrer. En l'occurrence, on était un groupe de 3 à vouloir rentrer, un logisticien, quelqu'un qui s'occupait aussi de l'eau. Et au dernier moment, un des 3 a été refusé d'entrer, alors qu'il avait organisé tout son temps libre. Donc on est parti finalement à 2 sur 3. Depuis Amman, à Amman, on a rejoint d'autres ONG. On s'arrête d'abord à la frontière d'Israël, on change de véhicule. On monte dans un autre véhicule et là, on est en convoi avec des militaires devant. On arrive de nouveau à la frontière, cette fois-ci de Gaza. Là, on constate à la frontière, de toute façon, qu'il y a de plus en plus de militaires. On voit les chars israéliens Merkava qui sont positionnés à la frontière. Et donc là, on descend du bus. Se passe pas mal de temps parce que le trajet entre Amman et notre destination finale, qui est pourtant pas si loin, va durer presque 14 heures. Donc on se retrouve à la frontière d'Israël, et là donc on descend du bus, on constate qu'il y a une dizaine de véhicules des Nations Unies qui nous attendent, et donc on est à peu près, peut-être une trentaine. Donc on monte en général, nous, l'équipe de MSF, dans un véhicule. On nous dit, maintenant, vous enfilez le gilet pare-balles et le casque, interdit de filmer, et on va traverser la zone de guerre. Donc ce que j'avais pas connu il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, on était passé par la frontière égyptienne, et on était passé avec notre véhicule Médecins sans frontières, sans gilet pare-balles, et sans casque, et sans escorte des Nations Unies. Là on est en convoi des Nations Unies, véhicules blindés, et on voit qu'il y a des militaires israéliens armés tout autour des véhicules, et ça communique, je pense, probablement pour dire attention, là il y a un convoi des Nations Unies, évitez de tirer. Et donc là on franchit la frontière, et on passe d'Israël, qui est un beau pays, avec des champs d'oliviers, des cultures avec de l'irrigation, des zones assez vertes, à une zone qui ressemblerait à Verdun, mais sous le soleil, c'est-à-dire du sable, des débris de pierre. Et en fait, on se rend compte qu'on traverse une zone qui était une zone en fait agricole ou une zone urbanisée, parce que de temps en temps, on voit un pan de mur, un bout de maison, et là, pendant plusieurs kilomètres, on traverse un no man's land où il y a pas âme qui vive, il y a qu'un champ de ruines, il y a plus de végétation. Mais on sent qu'il y a eu une vie avant quand même, que c'est pas des dunes, c'est des zones qui ont été détruites. Pour être clair, ce sont des zones où l'armée israélienne, avec des engins de chantier, détruit les bâtiments après les bombardements, etc. Ce sont des zones qui sont maintenant des zones tampons où c'est ça, tout a été rasé. C'est ça. Volontairement. Voilà, c'est des zones où en fait, globalement, tout est aplani pour pouvoir probablement voir éventuellement s'il y a des gens qui s'approchent. J'imagine, je sais pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a eu une vie, mais qu'il y a vraiment plus rien. Et donc vous roulez vers l'hôpital de campagne de MSF qui est à Der El Bala, donc près de la Méditerranée. Vous allez aussi travailler pendant cette mission à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Qu'est-ce que vous voyez après cette zone où en gros tout est rasé ? Est-ce qu'il y a un moment où vous revoyez des immeubles, etc. Qu'est-ce que vous voyez ensuite ? Alors, on arrive dans la zone de Der El Bala et petit à petit, en fait, on reconnaît des maisons, c'est un petit peu moins détruit. On voit quand même qu'il y a des immeubles qui ont été effondrés. On n'est pas dans une zone complètement indemne de destruction. On voit toutes les tentes de personnes qui se sont réfugiées. Et puis, on constate qu'il y a quand même plus trop de véhicules qui circulent et que le peu de gens qui se déplacent se déplacent. Mais c'était déjà le cas il y a 2 ans, dans des charrettes tractées par des ânes. Les gens sont beaucoup à pied. On voit des gens qui essayent de trouver de l'eau, qui déambulent à peut-être chercher quelque chose à manger. En fait, on ne sort pas du véhicule. Et puis, on rejoint enfin notre lieu de vie, donc qui se trouve en fait à quelques centaines de mètres de notre hôpital de campagne. Il y a une équipe d'expatriés. Alors, par rapport à la première mission effectuée il y a 2 ans, je me rends compte que je suis en fait le seul soignant direct
C'est-à-dire que l'équipe est une équipe plutôt de gens dans le management de travailleurs nationaux palestiniens, et que en fait je me rends compte que je vais être peut-être un des seuls à être vraiment en prise directe avec des corps mutilés. À quoi ressemble le lieu de vie où vous allez rester avec les autres humanitaires ? Alors on est tous dans une seule et même maison avec plusieurs chambres. Les hommes, en fait, on est regroupés dans la pièce dite de sécurité. On est à 5 dans une pièce qui doit faire 20 mètres carrés où les vitres ont été barricadées, donc il n'y a pas de lumière. Ça reste tout à fait confortable. Alors on n'a pas accès vraiment à l'eau facilement, puisque l'eau, c'est de l'eau saumâtre, c'est de l'eau salée pour se doucher. Mais bon, on a une petite réserve d'eau douce. On mange un petit bout le matin avant d'aller au bloc opératoire, parce qu'on a un petit repas, et puis après on attaque la journée complète. Ouais. Les Gazaouis, eux, ils vivent dans des tentes, dans des abris, c'est ça ? Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir un appartement, ils sont dans un appartement où ils se concentrent en général à toute une famille. Alors, ça peut être 10-15 personnes dans une ou deux pièces. Et les autres, la plus grande partie des gens, sont sous des tentes. Hein. Décrivez-nous l'hôpital de campagne où vous allez travailler pendant un mois. À quoi ça ressemble ? Et qui sont les personnels soignants ? Quels sont les moyens ? Alors, l'hôpital de campagne de Médecins sans frontières, donc à Deir el-Balah, est un hôpital sous tente. Il y a plusieurs modules. Il y a une partie hospitalisation avec les tentes pour les patients, évidemment, des tentes plutôt pour la logistique, des tentes pour la pharmacie, et puis après le bloc opératoire. On a donc une salle qui est réservée à la sédation pour faire les pansements et une autre salle qu'on utilise pour des interventions chirurgicales un petit peu plus lourdes. On a ce qu'il faut pour opérer. Alors, on n'a pas tout ce qu'on voudrait, évidemment, mais on peut faire ces interventions qui sont un peu plus compliquées. À quoi ressemble une journée type dans cet hôpital de campagne pour vous, hein, et quelles blessures vous soignez ? Alors on soigne des blessures liées à la guerre, hein, donc ça peut être des plaies par balle, ça peut être des plaies liées à des éclats d'obus, ça peut être des gens qui ont été écrasés sous un immeuble, ça peut être des gens ou des enfants brûlés par une explosion, mais aussi brûlés parce qu'en fait les familles cuisinent dans des tentes, alors ils allument des feux, il y a de l'huile bouillante et voilà, vous imaginez des enfants en bas âge dans un milieu restreint où les gens sont les uns sur les autres avec un feu. Et donc nous, l'idée c'est d'essayer de faire cicatriser ces plaies sur des corps déjà meurtris et affaiblis par des semaines, voire des mois de malnutrition. Alors on a un listing important de patients tous les jours. On en opère entre 10 et 15, mais on n'a pas tout le temps qu'on veut. On est pris par le temps, on ne peut pas passer 4 heures sur tous les patients, donc on est un peu obligé, et c'est le côté frustrant, d'aller vite. On n'est quand même pas dans un vrai bloc opératoire, donc on fait avec ce qu'on a. Il y a un côté frustrant de ne pas pouvoir proposer mieux que ça, mais bon, on fait ce qu'on peut. Parmi vos patients, il y a beaucoup de civils, de femmes et d'enfants ? Alors, on ne sait jamais si ce sont des civils ou pas, mais ce que je peux vous dire à coup sûr sans me tromper, c'est que quand le patient a 4 ans et que c'est une petite fille, c'est pas un militaire. Ou que quand la patiente a 80 ans et qu'elle a le bras explosé, elle fait pas partie du Hamas. Après, il y a des hommes qu'on soigne en effet, qui ont l'âge d'être adultes, mais nous, moi c'est pas quelque chose que je demande, mais dans notre activité, on a 40% qui ont moins de 18 ans, environ 20% qui ont moins de 10 ans. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Donc, je peux vous dire sans me tromper que 80% au moins de mes patients ne peuvent pas être du Hamas, si c'était votre question. Est-ce qu'il y a un ou une patiente qui vous marque pendant cette mission et dont vous auriez envie de nous parler ? Alors, il y en a beaucoup. On est toujours marqué par ces visages d'enfants et les visages d'enfants brûlés, ça nous marque. Il y a peut-être une patiente en particulier qui m'a le plus marqué, qui était une jeune femme qui devait avoir l'âge de ma fille, qui avait une fracture épouvantable de la cheville et une fracture épouvantable du bras, avec une paralysie complète du bras, avec un coude complètement explosé, quasiment plus d'articulation, et infectée. Et pour qui probablement il aurait fallu proposer d'amputer le bras et la jambe. Et c'est très dur
à proposer. Et personnellement, j'ai essayé de faire comprendre à mes collègues qu'il valait mieux faire ça. Et en fait, mon collègue palestinien et moi-même, on n'a pas eu le courage de le faire. On a repoussé, on a dit bon, on attend, on va refaire des pansements, mais c'est vrai que c'est un vrai crève-cœur et de voir des jeunes gens, des enfants à qui il faut couper un bras ou une jambe. Donc ça, c'est des moments très difficiles où on est extrêmement malheureux. Ouais. Vos collègues gazaouis, est-ce qu'ils vous parlent un peu de ce qu'ils vivent en dehors du travail? Est-ce qu'ils vous parlent de leur situation personnelle? Ben oui, parce qu'en fait, on passe toute la journée avec eux, on passe 12 heures par jour. Donc, il y a des moments entre les blocs opératoires où on partage un café. Moi, j'avais ramené du chocolat. On se pose un peu ensemble. Et puis c'est des gens que je connais. La plupart, j'ai travaillé avec eux 2 ans avant. Donc, ils me parlent de leur famille. Et ça, c'est des moments extrêmement touchants. Je me souviens d'un collègue avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans qui me dit « Mais tu me reconnais ?» Mais je lui dis « Bien sûr que je te reconnais ». Et il me montre son téléphone et il me fait comprendre que c'est son fils. Il parle pas très bien anglais. Et donc je vois une photo de jeune homme qui doit avoir 12 ans. Et un instant plus tard, il me montre une vidéo et je comprends pas tout de suite où il veut en venir. Et je constate que c'est une grosse explosion. Et on tombe dans une rue où on voit 33 enfants qui ont été projetés contre un mur. Et la personne devant retourne le corps et on voit le visage de cet enfant avec ses grosses lunettes qui correspondent à son fils. Et là, c'est dur parce qu'il maîtrise pas bien l'anglais et puis en fait, c'est du non-verbal. Donc, je lui pose ma main sur son épaule, je frotte son épaule et je vois les yeux qui se mouillent et puis moi aussi, et puis voilà quoi. L'ONU a officiellement déclaré l'état de famine à Gaza le vendredi 22 août. Est-ce que ça se voit? Est-ce que la famine a des conséquences sur les collègues gazaouis avec qui vous travaillez? Ouais, c'est quelque chose qui nous frappe dès les retrouvailles en fait. Quand on retrouve l'équipe, et c'est presque systématique, les corps sont amaigris, les traits tirés, et on leur demande si ça va, et on en vient à discuter un petit peu de leur état de santé, et bon voilà, ils nous disent qu'ils ont perdu 20-30 kilos pour certains. Donc ça, c'est quelque chose de très concret et qui nous fait comprendre qu'en fait, ils ont souffert depuis 2 ans, qu'on les a pas vus. Quand vous êtes sur place, est-ce que vous entendez des explosions, des tirs, et est-ce que par moment vous avez dû évacuer l'hôpital de campagne où vous êtes, ou bien l'hôpital Nasser de Khan Younes où vous avez aussi travaillé donc régulièrement? Alors, des tirs, on en entend toute la journée, hein. Donc c'est des explosions. Moi, bon, j'ai un petit peu l'habitude dans le sens où j'y étais il y a 2 ans et quand on entend l'explosion, c'est qu'on est vivant en fait et qu'elle a eu lieu. Il y a différents types d'explosifs, il y a des tirs de Kalachnikov, il y a des tirs d'armes lourdes ou il y a des tirs de tank. On reconnaît en fait les différents tirs. Le côté le plus effrayant, c'est le sifflement probablement d'un missile, parce que ça veut dire que quand on entend le sifflement, c'est que ça va pas tomber très loin. Donc là, quand même, on recroqueville un petit peu les épaules et on baisse la tête, même si ça sert à rien, on est sous une tente. Mais là, c'est impressionnant parce qu'on a le sifflement et puis après, on a la déflagration et en général, elle est beaucoup plus violente et on a un peu un effet de souffle sur la tente. On sent que toute la tente bouge en fait, hein. Donc ça fait peur, ouais, ça c'est sûr. Il y a des balles perdues qui traversent les tentes. Ça nous est arrivé 2 fois. Ça, c'est pour ce qui concerne l'hôpital de Deir el-Balah. Pour l'hôpital Nasser, donc où j'y allais régulièrement, le jour où j'avais voulu y aller, en fait, j'avais dû, au tout début, repousser mon intervention parce que j'avais finalement des lambeaux à faire sur Deir el-Balah. Et ce jour-là, en fait, il y a eu une attaque sur l'hôpital Nasser qui a visé visiblement un journaliste avec un premier tir pour éliminer le journaliste et un deuxième tir. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Ils ont tiré 10 minutes après, au moment où tous les secouristes et tous les soignants étaient sur la zone d'impact. Mais il y a eu un deuxième tir qui a fait énormément de victimes, avec une 20aine de morts et une 100aine de blessés. Donc ce jour-là, j'étais pas à l'hôpital Nasser, je devais y être. Je m'y suis rendu après. Et là, ce qu'on voit sur les caméras de vidéosurveillance, c'est des images que vous ne voyez pas dans l'Occident, parce que c'est des images qui sont juste insoutenables, en fait, de corps qui sont pulvérisés tout autour de l'hôpital. C'est ça que ça veut dire, en fait, de tirer sur un hôpital ou sur une foule compacte. Ça n'a rien de beau, ni de romantique, ni de justifiable, en fait. Et moi, je peux vous témoigner en tant que chirurgien de voir ce que c'est qu'une explosion sur un corps humain. C'est horrible, c'est des corps dont il reste plus grand-chose. Voilà.
Là, on parle du double bombardement de l'hôpital Nasser le lundi 25 août, donc qui a fait 20 morts, des soignants et des journalistes qui ont été tués dans cette frappe. Les images de vidéosurveillance que vous avez vues, j'imagine qu'elles vont vous hanter à vie. Ben oui, c'est difficile de les oublier. Hein. Et le problème, c'est que c'est quotidien. C'est-à-dire qu'il y a ces images qui ont un petit peu fait le tour du monde parce que les journalistes étaient tués et on en a parlé. Mais il faut imaginer que chaque tir sur un édifice, c'est un édifice qui s'écroule. Et c'est des gens qui recherchent leur famille dans les débris. Et c'est aussi des images, celle qui m'a le plus troublé, c'est l'image aussi d'un infirmier qui va sur l'immeuble des voisins et qui cherche les restes de la famille et qui tombe sur ce qui ressemblait vraiment à une petite statue. Et on voit au moment où ils attrapent le corps qu'en fait c'est un corps et que c'est pas du tout une statue. Et oui, c'est des images horribles. Et c'est le quotidien. Parce que des explosions, il y en a tout le temps, et à chaque fois qu'il y a une explosion, on peut se dire que c'est encore des vies brisées. Donc voilà, ouais, c'est beaucoup d'images un peu terribles, ouais, donc terrifiantes même. François Jourdel, dans l'interview que vous avez accordée aux Parisiens le 16 septembre, vous avez raconté que des Gazaouis que vous avez soignés, ou plutôt leurs proches d'ailleurs, ont été particulièrement généreux avec vous. Ils vous ont fait des cadeaux qui ont beaucoup de valeur vu la situation. Oui, dès que je suis arrivé, en fait, j'étais en contact avec la plupart, donc ils savaient que j'arrivais. Et j'ai été très touché par la venue d'une infirmière qui s'appelle Anadi. Elle a 25 ans, qui travaillait avec nous en novembre 2023, qui cette fois-ci ne travaillait plus, qui m'a contacté via WhatsApp. Elle m'a dit « Ça y est, t'es arrivé ?» Alors je lui dis « Bah oui ». Elle me dit « Je viens te rendre visite ». Et je lui dis « Mais t'es où, Anadi ?» Elle me dit « Je suis à Khan Younes ». Je lui dis « Mais c'est pas à côté, nous on est à Der El Bala ». Elle me dit « Mais je viens ». Mais je lui dis « Anadi, comment tu vas faire ?»« Bah je vais venir à pied ». Et donc elle est venue à pied, je venais d'arriver, elle avait fait 2 heures de marche en plein soleil, et elle tenait à m'offrir une petite boîte de biscuits qu'elle avait achetée à prix d'or au marché. Et ça donne les larmes aux yeux. Ouais, ça donne envie de pleurer, quoi. Et donc j'ai pu lui consacrer cette première fois qu'une dizaine de minutes parce que elle est arrivée entre 2 interventions et elle est repartie pour 2 heures de marche dans l'autre sens. Et puis elle est venue me rendre visite régulièrement. Il y a un jour, elle me demandait « Tu préfères les pêches ou les ananas ?» Et je savais ce qu'elle allait faire. Je dis « Mais Anadi, va pas acheter quoi que ce soit. »« Si, tu préfères les pêches ou les ananas ?» Et je lui dis « Bah les pêches. » Et elle est venue non seulement avec une boîte de conserve de pêche, mais en plus elle m'avait ramené un petit stylo Bic. Elle m'avait ramené un petit carnet Hello Kitty pour mes filles. Elle avait acheté un t-shirt Lacoste de contrefaçon. Elle avait acheté une petite montre. Voilà, donc c'est un petit peu ça le quotidien. Alors je vous parle d'Anadi, mais tous m'ont offert un petit peu des petits cadeaux, des petites choses, un petit mug à mon nom. Voilà, tous des petits souvenirs qui m'ont extrêmement touché, qui peuvent vous paraître insignifiants. Et c'est des choses qui m'ont été systématiquement confisquées au passage de la frontière. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que c'était des cadeaux, et un par un, tous les petits signes qui pouvaient laisser penser que c'était la Palestine ou que c'était un cadeau étaient jetés, et voilà. Ça fait de la peine quand les gens se sont décarcassés pour vous offrir un petit cadeau, et puis de voir que tout est confisqué et jeté à la poubelle. Ouais. Justement, qu'est-ce que vous ressentez au moment de partir, quand vous quittez Gaza mi-septembre? Vous vous dites quoi? Alors c'est peut-être encore plus dur que la première fois. La première fois, j'étais parti un petit peu parce que l'hôpital Nasser dans lequel je travaillais était évacué. Donc on avait évacué, on avait pu dire au revoir à personne. Donc je m'étais dit, là au moins je vais leur dire au revoir. Et ben c'est peut-être encore plus dur de leur dire au revoir parce qu'on ne sait pas si on va les revoir. On ne sait pas quoi leur dire. C'est-à-dire leur dire bon courage, ça paraît complètement idiot. Et l'incertitude absolue sur leur sort rend le départ très douloureux, d'autant que quand on revient comme ça, les liens se sont encore resserrés. Donc le départ est extrêmement douloureux. Alors il y a des accolades quand c'est des hommes, alors quand c'est Anadi, on aurait envie de faire une accolade, mais évidemment il n'y a pas de contact du tout de physique, donc on joint les 2 mains et puis on essaye de lui montrer toute notre affection par quelques mots, mais c'est pas évident. Ouais. Vous comptez revenir à Gaza d'ici quelque temps? Alors, oui, bien sûr que j'aimerais y revenir, mais c'est pas si simple. Déjà, c'est très très loin de la Nouvelle-Calédonie, ça demande... Et puis, je pars sur mes congés.
Donc j'ai pas énormément de congés, il faut que je compose avec mes collègues qui sont plus ou moins compréhensifs parce que voilà, ça impacte leur quotidien. Donc voilà, donc là j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais c'est pas toujours évident. Et puis il y a aussi la famille qui est très inquiète. Donc personnellement j'aurais envie d'y retourner, mais la réalité fait que c'est pas si simple que ça à organiser. Vous témoignez, vous précisez bien que vous n'êtes pas anti-israélien, mais que c'est important pour vous de raconter tout simplement ce que vous avez vu à Gaza. Si on parle d'MSF, est-ce qu'il y a une peur de la part d'MSF de ne plus avoir le droit de pouvoir travailler à Gaza si justement les chirurgiens comme vous témoignent et racontent ce qu'ils voient ? Alors c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste lourdement. J'ai aucune connotation politique. J'ai beaucoup d'affection pour les Israéliens. Et je sais que c'est aussi un peuple qui souffre énormément. Et c'est pareil en fait pour les Palestiniens. Les Palestiniens ne supportent plus, quand j'en discute avec eux, le Hamas. Alors c'est vrai que je fais attention à mes propos par rapport à ça, parce que si on a des propos trop agressifs sur le gouvernement israélien, on peut ne plus pouvoir y rentrer. Donc je vous décris ce que je constate en tant que chirurgien. Sans exagérer, sans vouloir dramatiser, c'est un constat, et c'est encore une fois sans aucune animosité contre les Israéliens. Merci François Jourdel. Je rappelle que vous avez fait cette mission à Gaza pour Médecins sans frontières. Merci à Anissa Hamadi pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti, Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol avec Étienne Contestabilé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story. Chaque samedi, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny avec, comme je vous le disais au début actuellement, un podcast en 6 épisodes sur l'affaire Jubilard.